Bonjour, bonjour à tous. Merci à l'ONPE de m'avoir invité à cette participation à la fois ponctuelle aujourd'hui et sur la durée du séminaire. J'en suis très honorée et surtout très satisfaite puisque cette question des négligences, c'est une question qui m'a préoccupée très précocement dans mon cursus professionnelle, pas toute seule, puisque de 1990 à 2000, on a travaillé avec les docteurs Lardière et Tendron, qui étaient pédiatres de PMI, à la construction au sein du CHU de Nantes d'une unité pour jeunes enfants qui s'est appelée Centre mental de la parentalité et du développement précoce et d'une unité mère-bébé. Et c'est à partir de là et avec elle et avec bien d'autres qu'on a travaillé ce travail. On a travaillé sur les négligences. Et c'est un peu le résultat de notre travail commun que je vous propose. Alors, toutes les responsabilités dont vous parliez, je ne les ai plus puisque je suis maintenant honoraire, comme on dit. J'en ai pris d'autres parce que c'est difficile de lâcher les négligences et la pédopsychiatrie. Donc, je fais des remplacements dans des lieux dépourvus de pédopsychiatres en Bretagne. Et puis, je suis membre maintenant du Haut Conseil de santé publique à la commission enfants et jeunes. Et donc, j'essaie de me tenir très informée de ce sujet. Donc, je vais d'abord vous resituer le contexte dans lequel je travaille et je parle. Donc, je vais aller très vite sur les premières diapos pour justement recontextualiser mon propos. Et j'essaie de... C'est bien partagé, n'est-ce pas? C'est bon? Oui, Alors, tout à fait. C'est tout à correctement fait. partagé. Voilà, merci. Donc, j'essaie de passer, excusez-moi, mais ça va venir. Voilà. C'est tout bon. Donc, rapidement, je vous fais part donc, sur une série de diapos. Je vais vous donner seulement un élément. De toute manière, après, vous aurez accès au diaporama sur le site. Donc, je vous donne un élément important de chaque diapo jusqu'à en arriver au sujet précis d'aujourd'hui, qui sont les signes précoces des conséquences des négligences. Donc, un rapport de l'OMS qui a été très intéressant et dans lequel la France ne brillait pas par ses résultats, mais néanmoins, on trouve beaucoup de choses. Rapidement, je reprends une définition de la négligence telle que nous l'avons privilégiée et qui est bien entendu issue de la littérature internationale. Donc, la négligence se définit par le manque. Et un élément très important sur lequel je veux insister, c'est très différent du manque d'amour. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas qualificatif, c'est clinique. Et tout ce que l'on va apporter là, c'est dans l'esprit de mettre en place une prévention et donc une aide. Et non, nous ne sommes pas dans le quotidien de la vie, nous sommes des professionnels, donc nous sommes là pour extraire des éléments qui nous amèneraient à apporter de l'aide, faire une prévention et éventuellement une prévention secondaire si on arrive un peu plus tardivement. Alors, il y a un petit bug sur mes... Alors, est-ce que ça... Oui. La négligence demande une approche systémique parce qu'en effet, si on étudie au niveau clinique un entourage familial, il n'est pas suffisant de s'y limiter et il faut nuancer cette imputabilité et avoir une vision beaucoup plus globale. Donc ça, c'est un élément important, ça a été dit et redit, mais je le répète parce qu'il y a un partage social et donc on n'est pas simplement dans une responsabilité privée et individuelle. Alors ça, je ne vais pas vous l'expliciter, c'est des schémas que j'ai pris donc dans les publications, mais qui est vraiment un schéma très explicite et qui est intéressant parce qu'elle donne à la fois d'un côté les facteurs de protection et les facteurs de risque. Donc c'est quelque chose qui permet d'ouvrir les réponses préventives en s'appuyant sur deux jambes et non pas sur une seule qui serait de ne voir que les éléments négatifs, mais voir bien entendu les facteurs de protection sur lesquels nous allons nous appuyer, que ce soit au niveau individuel jusqu'au niveau social. Je vais centrer mon propos puisque j'ai travaillé toute cette fin de carrière durant 20-25 ans avec les tout-petits. Et donc, ce qui nous a particulièrement concernés, c'était dans les négligences, la négligence émotionnelle,
vis-à-vis du tout petit lorsqu'il ne parle pas encore. C'est là où il y a des effets les plus importants, mais c'est là où aussi on peut avoir une action préventive, je dirais, qui est extrêmement efficace. Donc, c'est lorsque l'enfant ne parle pas encore et qu'elle a pour origine la personne qui dispense les soins. Et on peut dire que cette négligence émotionnelle, ça concerne les besoins non satisfaits, ceux qui sont de l'attention portée, de sa sécurité et de l'estime de soi. Et cette négligence émotionnelle est à l'origine de négligences psychologiques, physiques, développementales graves et se transmet souvent de génération en génération. En réfléchissant bien à ces données épidémiologiques et statistiques qu'on comprend souvent mal, c'est pas parce qu'on a subi une négligence qu'on sera transmetteur de négligence. Néanmoins, chez les enfants négligés et les parents, je dirais, négligents, retrouvent très fréquemment dans leur histoire une histoire de négligence. Donc, quand ça va dans un sens, ça ne va pas forcément dans l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a été négligent qu'on sera c'est pas parce qu'on a été négligé qu'on sera négligent, mais néanmoins, quand on est négligé, c'est souvent de parents qui ont été eux-mêmes négligés. Les statistiques ne vont pas dans les deux sens de la même façon. La négligence est associée statistiquement à beaucoup d'autres formes de maltraitance. Néanmoins, on a des formes qui sont prévalentes par rapport à d'autres, et en particulier la violence psychologique et la violence du partenaire intime. C'est un impact lourd. La violence au partenaire intime a à peu près les mêmes mécanismes psychopathologiques. Donc, j'ai pour habitude, moi, dans l'analyse faite, je dirais d'inclure les violences de partenaire intime en présence du bébé à la notion de négligence émotionnelle. Alors, la négligence, la maltraitance active est certes souvent associée à la négligence, c'est-à-dire les pédiatres reçoivent en pédiatrie des enfants qui sont maltraités et s'aperçoivent qu'ils sont aussi négligés, mais l'inverse n'est pas non plus, n'a pas cette corrélation identique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants négligés qui ne sont pas maltraités activement. Ils ont d'autres formes de maltraitance, mais pas la forme, je dirais, active et violente. Pour continuer dans le contexte, être parent, c'est repérer les signaux de son bébé et ça demande un travail personnel très important. On ne va pas reprendre tout le travail, je dirais, de parentalité progressive durant la grossesse et d'approche du bébé, mais ce qu'on peut dire, c'est que les parents négligents en général attendent que le bébé s'adapte à leurs propres besoins, alors que c'est l'inverse qui doit se passer. Donc, on se retrouve avec un bébé qui est tenu de s'adapter aux parents, sinon le parent est débordé, persécuté, angoissé. Et cette sensation est majorée quand l'enfant présente lui-même des vulnérabilités. Et ça, je crois que c'est un message très important à faire passer. C'est qu'on n'est pas négligé ou on aurait un handicap ou une vulnérabilité autre. Il y a souvent le terme on est négligé et souvent on a d'autres vulnérabilités. Alors je le dis parce que lorsqu'on demande des bilans somatiques, il peut nous être répondu que ce n'est pas du tout le problème de la négligence, mais c'est le problème de tel handicap sensoriel, par exemple. Je crois qu'il faut voir le sujet de façon globale et non pas de façon séparée. La négligence émotionnelle, on arrive au sujet, ça crée ça a des conséquences sur l'enfant et le bébé de type de pathologie relationnelle traumatique réciproque. À la naissance, le bébé naît avec son capital et puis aussi sa vie intra-utérine. Il peut naître de manière diverses, et si les réponses sont adaptées de la part des parents, on a un développement de bébé en relation avec son âge et son épanouissement. Par contre, certains bébés qui peuvent avoir le même capital que ces autres bébés se trouvent confrontés à des violences, des négligences et violences psychologiques des parents durant toute la petite enfance. Et à ce moment-là, on constate que les besoins fondamentaux du bébé ne sont pas satisfaits. Donc, c'est en termes de besoins fondamentaux qu'on approche la question.
Quel est le processus? Eh bien, c'est un processus qu'on peut décrire de cette manière. C'est une forme de modélisation, on peut en avoir d'autres. Les besoins sont non satisfaits. Il y a un développement de la part du bébé et de la relation d'un système d'adaptation et de défense et un retentissement préjudiciable pour le développement de l'enfant. On peut dire aussi qu'on se trouve dans une situation de psychopathologie large parentale avec une incapacité parentale, des troubles de l'interaction et un risque d'évolution vers un processus, une pathologie relationnelle traumatique réciproque. Les conditions traumatiques pour le bébé. Je le disais, c'est lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas assurés, et ces besoins sont des besoins de stabilité, de permanence, de rythme régulier macro et micro, et les bébés dans ces situations de négligence sont soumis aux 4 points que je vous note là successivement et qui me paraissent très importants, des ruptures et discontinuités, une insuffisance ou manque et des excès. On parle souvent d'un terme, il n'a pas été assez stimulé. Je pense que ce terme quantitatif n'est pas est facile à résumer, pour résumer la situation, mais n'est pas adapté parce qu'il est réducteur et parce que ce n'est pas forcément une question de stimulation. Donc, je crois qu'il faut voir l'approche, on va avoir une approche de la négligence de façon plus complexe et pas uniquement en termes de quantité. Il y a des notions d'imprévisibilité et d'incohérence pour l'enfant. Et puis, on le disait, des violences entre les adultes en présence de l'enfant. Donc, de ces points importants résulte une insuffisance de satisfaction des besoins fondamentaux. Les caractéristiques des familles négligence, donc je vous l'ai dit tout de suite, la discontinuité, l'imprévisibilité du côté du bébé, et c'est d'autant plus fort qu'il est tout petit et très, très, très précocement, des réponses inadaptées et inconstantes aux besoins primaires, et de ce fait, un défaut de construction, d'estime de soi, de fragilité des modèles internes d'attachement. Donc, les caractéristiques des familles, eh bien, il y a des caractéristiques, on le disait, beaucoup plus larges que la famille, mais on va faire un focus sur les familles. Il y a des caractéristiques sociales, des caractéristiques psychologiques, et dans les caractéristiques psychologiques, je prendrai un problème de santé mentale qui est moins évident pour les professionnels, c'est les pathologies borderline, parce que très souvent on aborde la schizophrénie, la psychose, la dépression, mais les pathologies borderline sont des pathologies extrêmement difficiles pour les bébés parce que ça amène tous ces éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, de discontinuité, d'attaque des liens. La déficience mentale aussi, qui n'est pas qu'une incompétence et parfois une incapacité, parce que l'origine de la déficience mentale peut être très diverse, et puis des antécédents d'attachement insécure, ambivalent et désorganisé. Dans ces caractéristiques des parents, on parle souvent du père ou du compagnon. Lorsque le père ou le compagnon a des qualités et apporte un soutien positif à la mère, ça atténue énormément l'impact des négligences et on peut dire que c'est un facteur très positif. Néanmoins, dans la plupart des situations que nous voyons de situations de négligence sévère, on a une grande dépendance de la mère au compagnon qui lui-même a des troubles du même ordre et avec une réviviscence de leurs blessures au moment de la naissance de l'enfant et qui sont renforcées par leur maigre capacité à différencier les appels de leur enfant. Ces mères sont soumises et ces pères à leurs besoins personnels et les pères sont dans ces situations-là dans l'incapacité à soutenir leur intention et à tenir une relation continue et à soutenir la mère dans sa maternité. Les situations au risque, on peut dire qu'elles viennent de deux branches. Il y a le risque du côté parental et puis les risques du côté du bébé, vous l'avez bien décrit en introduction. Mais lorsqu'on fait une évaluation des risques, c'est important d'évaluer ces risques du côté parental, mais aussi les signaux d'alerte chez le bébé sans attendre d'avoir des signes fixés des atteintes chez le bébé. Car si on a des signes fixés, c'est qu'on est déjà dans une souffrance importante et des conséquences qui peuvent être à long terme et qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour l'enfant et l'adulte qu'il deviendra. Donc, dans les signaux d'alerte, j'ai mis ce qui me paraissait essentiel, et bien entendu, dans une évaluation, ça ne sera pas suffisant, c'est simplement des situations d'alerte.
une hypotonie des expressions, le bébé est figé, pâle, évite le contact. Les parents parlent parfois d'un bébé gentil, il ne babille pas. Et c'est important d'être attentif dans l'évaluation de ces signes d'alerte, de ce qu'on éprouve à ce moment-là, c'est que et d'être attentif à nos émotions quand un bébé, vous le disiez, ne nous paraît pas séduisant. Donc, on pourrait dire qu'une incapacité repérée chez les parents, plus des signes chez le bébé, ce sont des risques pour le bébé, en se rappelant bien que la temporalité du bébé n'est pas celle de l'adulte et encore moins celle du professionnel. Dans ce travail, je voudrais mettre l'accent sur le repérage de la souffrance psychique du bébé. Je dirais que nous en sommes dans l'analyse clinique de la souffrance psychique du bébé, là où nous étions dans les années 80 sur la souffrance physique du bébé. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui demande à être affiné, qui bénéficierait de recherche. On a eu un échec, nous, sur la mise en route de cette recherche sur la souffrance psychique du bébé, parce qu'elle doit s'appuyer sur des signes cliniques précis et non pas uniquement sur « j'ai l'impression » ou « j'ai le sentiment ». Ce symptôme de souffrance psychique du bébé est le plus précoce et nécessite en effet, je dirais, le soutien d'infirmières puéricultrices en particulier qui vont au domicile et qui sont vraiment formés à la question clinique du bébé et à son observation. Donc, c'est un symptôme précoce, mal repéré, ce qui retarde la mise en place des moyens thérapeutiques, des mesures de soins, de protection pour le bébé et sa famille. Donc, il est souhaitable de prévenir ces effets, les effets de la souffrance. Les effets de la souffrance psychique sont les effets délétères. Et donc, la prévention passe par le dépistage des situations à risque de négligence, dont la réalisation inclut le repérage de la souffrance psychique de l'enfant. Ne pas attendre que les signes soient fixés pour intervenir en termes de prévention et d'aide à apporter à ces familles. La présentation clinique du bébé, l'enfant négligé tout petit, le bébé, n'investit pas son corps. Il recherche souvent l'excitation parentale, mais détourne le visage, car on a souvent des parents qui sont inadéquats, qui parfois, et pas constamment, je le rappelle, ils le sont sur la durée, mais ils ne le sont pas constamment. Ils ont des bonnes relations dans des situations particulières et de façon fragmentée dans la journée. Mais ils recherchent aussi des sourires et des réactions de la part de leur enfant et des réactions relativement fortes. Donc, ce sont des parents très souvent qui vont rechercher l'excitation du bébé et le bébé en retour va chercher l'excitation parentale, mais il détourne le visage très fréquemment à ce moment-là. Ce sont des bébés qui subissent les soins et l'alimentation. La question du portage est une question essentielle. Je crois que c'est Rosa Mascaro qui en a parlé et je partage complètement ce signe et cet élément-là. Non seulement quand on fait l'observation, il est mal porté, mais lorsqu'on le prend dans les bras, on ne peut plus bien le porter. Il est soumis à des stress perpétuels. Et l'élément important, c'est la variabilité des signes suivant le contexte et les personnes, ce qui va nous amener autour d'une synthèse à ne pas être d'accord. Et ça, c'est important de savoir que les désaccords ne sont pas forcément des insuffisances de compréhension de la situation, ce sont simplement des projecteurs différents mis sur une même réalité. La connaissance des conséquences passe par l'observation et non par le discours parental. Le discours parental peut être extrêmement, même sur le plan qualitatif, extrêmement nuancé, extrêmement intéressant, et néanmoins, il n'est en désaccord avec une observation fine du bébé. On pourrait dire que le bébé négligé, parfois gris, et le mot qui vient à la bouche est qu'il n'est pas beau, ce qui n'a pas de valeur esthétique, mais qui a une valeur d'épanouissement. On a pour habitude de dire qu'un bébé est beau, non pas parce qu'il est beau en soi, mais parce qu'il nous paraît en bonne santé, il nous paraît heureux et il crée chez nous un sentiment de plénitude. Les signes d'alerte chez le bébé, ce sont des troubles de la relation. Et Rosa Mascaro en a très bien parlé de tous ces signes la dernière fois. Évitement du regard, agrippement, des troubles somatiques
neurovégétatif, ORL digestif. Des troubles du sommeil et de l'alimentation, on va voir des bébés qui vont plonger brutalement dans le sommeil, des enfants qui vont se nourrir de façon avide et complète, on parle de bébé bibendum, ou au contraire refuser le biberon. C'est aussi un retard de développement psychomoteur et du langage. On est là déjà dans une avancée un peu plus importante au-delà des signes d'alerte. Il n'investit pas son corps, il est hyper ou hypotonique suivant les moments et suivant les éléments corporels. Il y a des modulations pauvres. Puis, secondairement, il aura des troubles du développement cognitif et affectif. Et on constate des troubles de l'attachement avec une réaction à la séparation, une vigilance et une séduction de l'interlocuteur. Les signes somatiques pendant la grossesse, il y en a très souvent parce que la négligence existe pendant la grossesse. Parfois, elle n'existe pas. Ces mères borderline sont parfois nettement mieux pendant la grossesse et ça amène les sages-femmes à penser que tout va bien se passer secondairement et à imaginer parfois que si ça ne se passe pas bien, c'est que la PMI et infirmières puéricultrices, pédiatres et médecins de PMI sont trop négatifs avec la mère, alors que c'est un changement de situation maternelle après, je dirais, les 6 premières semaines de naissance de l'enfant. Il y a une plus grande fréquence de ces bébés en unité néonatale, et plus de morts d'ailleurs, de prématurité, de morts de bébés, avec des sorties contre avis médical, un début, une volonté d'allaiter très souvent, et une période de fusion de 6 à 8 semaines possible, avec une belle relation car fusionnelle. Par la suite, les troubles somatiques, après la naissance, on a les syndromes de sevrage, lorsqu'il y a eu prise de toxiques ou de médicaments. Il y a des variations neurovégétatives inexpliquées qui nous amènent à montrer les enfants aux pédiatres et les hospitaliser. Il y a des infections, il y a des problèmes ORL, il y a des problèmes de croissance et un élément très important, utilisation de SOS médecins et des urgences pédiatriques pour lesquelles on demande très souvent qu'il y ait des signaux d'alerte aux urgences pédiatriques. Alors, les signes physiques, Rosa Mascaro vous en a parlé la dernière fois, donc je vais le passer parce que c'était vraiment très bien fait avec des images très intéressantes. Donc, je le passe. Il vous reste quelques minutes. Oui, je vois ça. Alors, la tranche d'âge dont je parle, c'est, je dirais, avant 1 an. Hein, c'est les tout petits, c'est les 9 premiers mois. L'hypervigilance, avec tous les signes corporels et sensoriels. De la même façon, Rosa Mascaro en a parlé. Et je dirais que, je rappelle, que la connaissance des conséquences par l'observation et non par le discours parental. Non pas qu'il ne faille pas l'entendre, mais pour vous faire une analyse des signes d'alerte et des signes préoccupants, c'est l'observation qui va vous le donner. Les signes fonctionnels, je vous l'ai dit, les troubles alimentaires et les troubles du sommeil, et ce sont des enfants qui ont des troubles de la régulation très importants, avec une apathie, un évitement, un retrait, de la régulation des émotions avec des bébés qui sont immobiles, absents avant la marche, qui peuvent devenir très agités et hyperactifs après la marche, et puis tout ce qui est investissement des objets, pauvreté des jeux avec le corps, pauvreté et retard à la découverte des objets. Voilà, donc après les conséquences des négligences, vous le verrez sur le diaporama, c'est des conséquences-là qui apparaissent secondairement et qui, je dirais, pourraient demander une présentation par elles-mêmes, qui sont des conséquences avec des atteintes déjà plus inscrites à partir des atteintes cérébrales, développementales, psychologiques, sociales et transgénérationnelles. Et puis, il y a des éléments qu'on pourrait apporter sur les explications de comment ça fonctionne par les théories d'attachement, mais aussi des neurosciences. Et ce sont des théories très, très importantes pour éclairer notre propos. Un dernier point que je voudrais donner, et je vais en rester là, c'est la question de l'évaluation. Et je vais passer vite pour arriver à la question de l'évaluation, pour vous présenter donc
le guide d'évaluation des capacités parentales. On a eu la chance d'avoir des personnes du Canada qui étaient venues. On avait travaillé avec eux et c'est Maurice Berger qui nous avait éclairé sur ce guide de Steinhauer. Nous, dans notre service, on essayait de le mettre en place et dès qu'on avait des soucis de situations de négligence qui nous paraissaient graves, nous mettions en place le guide d'évaluation des capacités parentales. Et je regrette que pour les tout petits, la France n'ait pas décrété ou décidé d'utiliser officiellement ce guide d'évaluation des capacités parentales parce que moi, j'ai trouvé qu'à son usage, c'est extrêmement enrichissant et ça permet un travail pluridisciplinaire qu'il faudrait, je dirais, soutenir. Donc, je ne sais pas ce qu'en diront nos amis canadiens, mais nous, on a eu cette expérience et on a été extrêmement, on l'est toujours, je trouve que c'est vraiment très, très utile et très, très riche lorsqu'on l'utilise dans toutes ses dimension. Je vous remercie. J'étais rapide, mais je vous remercie de m'avoir écouté avec attention.